Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, beaucoup de questions ont été posées, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion là, qui est posée cet après-midi. Vous nous avez dit, Monsieur Bolloré, donc, que c'est une question purement économique, parce que c'est le deuxième secteur des médias, le deuxième secteur le plus rentable du monde, et que vous êtes encore tout petit. Vous avez dit également la concentration des médias pose problème, mais ce qui pose problème, c'est la taille de nos concurrents. Quand j'entends le « encore », ça veut dire que vous considérez qu'il faut concentrer encore plus pour affronter la taille de ces concurrents qui posent problème. Donc, quelle est votre stratégie à venir, même si on sait très bien et que vous n'êtes que conseiller et que vous allez passer la main, mais ce qu'on voudrait comprendre, c'est que, et mes collègues l'ont dit indirectement, on parle de concentration verticale. Verticale. D'abord, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce qualificatif, concentration horizontale ou verticale, qui permet finalement de pouvoir avoir un système intégré. Je crois que c'est Julien Bargeton qui le disait. Donc, est-ce que le « encore » fait que vous avez une stratégie pour aller plus loin? Est-ce que vous considérez que dans le paysage actuel, face à ces concurrents qui posent problème, on est en capacité de concentrer encore plus, sachant que vous avez compris, si cette commission d'enquête a été créée, c'est bien parce que la question du pluralisme, de la démocratie, de la loi de 86, qui est au cœur de nos débats, de la question forcément de la liberté des rédactions, de leur capacité à pouvoir travailler librement, est un sujet. Alors, vos réponses, on les comprend, mais il y a un sujet. Donc, moi, j'aimerais que vraiment vous alliez plus loin pour nous dire, et puis c'est ma deuxième question, elle est un peu... c'est quoi pour vous l'information? Aujourd'hui, dans une démocratie vivante, vivace, qui n'est pas... Alors, en termes de qualité, je termine, de débat public, ce qu'on peut voir de l'autre côté de l'Atlantique. Et enfin, et je terminerai, ce qui aussi revient, et vous l'avez, c'est que des journalistes partent. Et ça n'est pas rien quand on apprend que de iTélé à CNews, il y a près de 70 journalistes qui sont partis. Alors vous allez me dire, ils ont toute la liberté de partir et ils sont partis pour différentes raisons, mais ce sont là aussi des faits, vous parliez de faits et non pas de propos, qui interrogent, qui questionnent. Et c'est pour ça que dans le débat public, et qu'on est là aussi pour essayer de comprendre. Donc voilà, mes questions sont simples, parce que derrière, il y a la question de la démocratie et de l'information dans notre pays, qu'est la France. Et vous avez commencé par le dire, je vous en remercie, que vous êtes attachés, vous êtes breton et moi aussi, à la culture française et européenne. D'abord, Madame la sénatrice, les journalistes sont partis, mais les journalistes sont revenus. Ce ne sont pas les mêmes. Mais c'est comme la mer en Bretagne chez nous. Elle s'écarte et puis elle revient. Voilà, donc le groupe Canal... Voilà, pardon? Oui, c'est la même mer. Voilà. Mais donc vous avez des gens qui effrayés s'en vont, et puis vous avez des gens contents qui viennent. Et c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans les partis politiques, c'est comme ça à la Chambre, c'est comme ça dans les vies personnelles. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui partent, peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des mauvaises raisons. Ils sont d'ailleurs protégés, ils ont des clauses de conscience, c'est très bien, c'est fait pour ça. Mais il y en a qui reviennent. Voilà, on n'a pas détruit des rédactions. Et il reste un champ de ruines. On a reconstruit avec des gens qui avaient envie de construire avec nous. Alors pour différentes raisons, ils peuvent trouver que les équipes que j'ai mises en place sont des gens avec qui il ne faut pas travailler, mais c'est leur droit. Mais je ne peux pas dire on a fait partir des gens, point. Non, on a fait partir des gens et les gens en nombre supérieur sont revenus. Donc si vous voulez, en termes de construction, c'est la vie et je trouve que c'est une bonne chose. Sur vos questions précédentes sont des sujets importants. Alors d'abord sur la concentration dite horizontale, c'est-à-dire dans le même secteur. Je vais vous donner un exemple très parlant. Il y a une très grosse affaire aux États-Unis dans l'édition qui était à vendre, qui s'appelait Simon & Schuster. Et Hachette était trop petit pour l'acheter, et Editis était trop petit pour l'acheter. Et ensemble, ils auraient pu l'acheter. Et c'est Bertelsmann qui l'a acheté. Donc, on voit bien que le poids, et je vous l'ai montré tout à l'heure quand on a regardé la taille, même si Hachette
et Editis se mariaient, et ça n'arrivera pas sans qu'il y ait évidemment des mesures qui soient prises en France, parce que les tailles sont très importantes, mais même s'ils se mariaient, on ne serait encore que les troisièmes, et loin derrière en termes de profitabilité et de valeur des premiers. Mais sur la concentration verticale, c'est sans doute encore plus intéressant. Parce que regardez le groupe Disney. C'est une concentration parfaitement verticale. Personne ne va dire à Euro Disney, attendez, mais on ne va pas mettre Blanche-Neige, c'est insupportable, ça fait partie de votre groupe. Personne ne dit, on va interdire à Peter Pan d'aller à Euro Disney parce que ça fait partie. La stratégie de Disney, la stratégie de tous ces groupes, c'est de faire ce qu'ils appellent du 360 degrés, ce qui veut dire en gros, on fait un peu de tout, dans tous les sens. Et ils trouvent un personnage, Mickey la souris, ils font un journal, ils font des dessins animés, ils font des clubs où on peut aller, des villages où on peut aller voir des centres de loisirs. Et puis à un moment, les personnages sont un peu désuets, donc on fait des films avec des acteurs plus épicés, et on reprend Blanche-Neige qui devient, je ne sais plus quelle est l'actrice qui joue dedans, Angelina Jolie, je crois, ou Charlize Theron, je ne sais plus, et puis etc., etc. Et puis à un moment, on se fait à faire des Marvel et à prendre des super-héros, et puis à la fin, tout ça marche ensemble, et c'est ce fameux soft power américain. Et les Asiatiques font pareil. Alors, je ne voudrais pas vous donner une impression qu'on va aller faire une grande machine avec des choses qui tournent dans tous les sens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pour que des créatifs restent avec vous, il faut qu'ils soient appréciés. Pour qu'un auteur puisse écrire son livre, être heureux, rester chez vous, il faut que vous puissiez lui donner un cadre qui soit un cadre personnel. Donc ce ne sont pas des grandes machines. Ce sont au contraire sur mesure des alliances qui sont faites. Mais regardez un garçon, peut-être tout à l'heure on passera le film, c'est Alex Lutz. Voilà. Alex Lutz, c'est un garçon qui est commencé comme speakerine, entre guillemets, dans des séries de petits trucs de Canal, et qui est maintenant un des plus grands acteurs, connu à l'international. Quand on regarde Angèle, la chanteuse, elle est maintenant dans le monde entier, etc., etc. Donc, moi je pense que Vivendi, mes successeurs, s'ils en ont le goût et la possibilité, ils ont une chance énorme de pouvoir prendre ces Français, peu ou pas connus, et de les projeter dans le monde entier. Parce que quand on parle de l'édition, là aussi, à part quelques auteurs qui gagnent beaucoup d'argent, la plupart des gens dans l'édition crèvent la faim. Les auteurs, avec leurs droits d'auteur, je vous assure qu'ils ne s'en sortent pas. Et donc un groupe qui est capable d'aller prendre un auteur français, lui proposer de traduire, de vendre à l'étranger, de faire des séries ou des plus petits éléments digitaux et de les passer sur Dailymotion, Canal ou autre, je vous assure, moi je pense que c'est un projet passionnant pour ce fameux soft power qui est quand même très important pour la France.